Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Nathalie Mention qui m'a été recommandée par mon cher ami Stéphane Attard. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui, Nathalie. En quelques lignes, et tu te présenteras juste après pour les auditeurs. Nathalie est DES au club du Tennis Club de Paris. Et elle a évidemment aussi, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de l'avoir aujourd'hui, une belle casquette sur tout ce qui va être préparation mentale, coaching mental, sophrologie, affirmation, visualisation, des sujets qui me sont chers. Donc, je suis très égoïste aujourd'hui puisque j'invite quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir une discussion. Mais je suis sûr aussi, en vue des commentaires réguliers que vous me laissez, que vous avez envie d'entendre parler de préparation mentale. Donc, c'est un plaisir pour moi de t'avoir, Nathalie, aujourd'hui. Merci Arthur. Et avec plaisir. Et pour commencer, Nathalie, j'aime bien, pour mettre un petit peu en route, demander une anecdote, une histoire tennistique sympa, peut-être même le plus beau moment ou le moins beau moment que tu as vécu au tennis. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de croustillant? Eh bien, écoute, Arthur, à l'instant où tu me poses cette question, j'ai un souvenir qui remonte dans ma tête. Et simplement, je vais le relater assez brièvement. Il s'agit finalement d'un match de tennis qui nous a conduit à la victoire du championnat de France par équipe plus de 45 dames. Voilà, j'ai joué le match décisif. Et ça a été une vive émotion que de rapporter ce point et cette victoire et de ramener à l'équipe ce trophée. Voilà, donc une petite anecdote. Championne de France plus de 45 dames. Et 10 ans auparavant, j'avais été également championne de France plus de 35. Donc voilà, une belle émotion de compétitrice que j'ai eue sur le terrain avec toute mon équipe. Voilà, il y a un petit temps maintenant, 5-6 ans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans ton corps sur ce match décisif? Eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui s'expliquerait peut-être davantage puisque, comme tu l'as dit, je suis maintenant focus sur cette dimension émotionnelle, mentale. Et c'est vrai qu'à ce moment précis, mon cœur qui battait très fort, j'avais du mal à être calme, beaucoup de nervosité. Et puis, je me suis lancée et je me rappelle cette joie immense qui m'a envahie puisque j'avais osé déjà à ce moment-là mettre en place un schéma que j'affectionne particulièrement, à savoir le service volé. Voilà, et donc je suis allée chercher ce point au filet. Et je me rappelle comme une délivrance, comme une victoire de Grand Chelem, être tombée à la renverse et toutes mes copines qui sont venues me serrer dans leurs bras. Quelque chose de déjà vu évidemment, mais c'était un moment intense. Voilà, j'aurais envie de te dire ce moment-là qui est arrivé à mon esprit au moment où tu m'as posé cette question. Vivement Voilà. les plus de 55? Écoute, Ça malheureusement, je ne existe? suis plus compétitrice moi-même, mais j'œuvre maintenant à aider tous les compétiteurs à atteindre leur Graal, leur rêve peut-être. Voilà. Génial cette histoire. Merci Nathalie. Écoute, est-ce que je peux te demander de te présenter aux auditeurs pour commencer, s'il te plaît? Oui, écoute, donc moi je m'appelle donc Nathalie, Mention comme tu l'as précisé. Je suis une passionnée du tennis, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 52 ans, donc j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement. J'ai 40 ans de tennis derrière moi déjà. Donc DES tennis. Je suis par ailleurs professeur d'EPS, également sophrologue. Et puis donc depuis 5 années maintenant, j'ai pris la décision d'aller explorer cette dimension assez incroyable et complexe, mais en même temps très riche, pour aider dans la formation du joueur et de l'individu en règle générale à mieux se connaître, à mieux se comprendre et finalement aller chercher sa propre performance.
Voilà, c'est ça Comment, l'idée aujourd'hui. comment est-ce que tu en es arrivé au tennis? Donc, tu as dû commencer, tu nous as dit, vers 9 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es Absolument, arrivé au tennis? écoute, c'est une aventure familiale. Bah, je suis quelqu'un, quand j'arrive au monde, voilà, qui croque la vie, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Je suis quelqu'un de pétillant, très sportive. Et mon papa jouait au tennis. Voilà, donc j'ai deux autres sœurs. Ma plus grande sœur et moi-même donc, sommes allées au tennis. Et moi, j'ai commencé sur les pas de mon papa qui un jour m'a emmenée, tout simplement. Et j'ai commencé à taper la balle avec son professeur. Et puis finalement, ce monsieur que je salue au passage a dit à mon papa que voilà, j'avais des qualités et que, pour reprendre ses termes, j'étais une enfant de la balle. Donc ça a commencé comme ça l'aventure à 9 ans. Voilà. Et puis très rapidement, voilà, j'ai été détectée et puis j'ai été voilà, prise dans le circuit de la compétition, entraînée par la Ligue à l'époque. J'ai fait de la compétition, j'ai atteint un classement assez honorable quelques années en arrière maintenant, mais dans ma 14e année, j'étais un 6, mon meilleur classement. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, ma passion pour le jeu s'est transmise dans la passion voilà, des apprentissages, la transmission. Et aujourd'hui, donc voilà, je suis toujours dans ce milieu qui continue à me passionner et que j'essaye, en tout cas, de transmettre avec tout ce que je suis devenue et ce que je suis aujourd'hui aux gens qui croisent mon chemin. Comment est-ce que tu as compris que la transmission de ce que tu savais faire et de ce qui te plaisait, pouvait être un hobby pour toi? Qu'est-ce qui t'a orienté vers, l'apprentissage, finalement assez rapidement? Alors en fait, moi je suis quelqu'un de très altruiste et j'aime aller vers les gens, j'aime partager, j'aime échanger. Et je trouve que dans la construction de soi, c'est important voilà, de faire passer des messages. Et finalement, si je reviens un petit peu en arrière sur ma petite carrière de joueuse, même si je l'ai poursuivie tard, un petit peu plus dans l'aspect ludique, j'ai envie de dire, parce que l'aventure collective est différente de l'aventure individuelle. Euh, En fait, voilà, transmettre, c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours passionnée. Et finalement, j'ai eu envie, après cette petite carrière, de poursuivre cette passion différemment. Et je me suis dit que c'était un bon moyen d'apprendre pour transmettre et de continuer à grandir à travers les formations diverses et variées que j'ai pu suivre. Et finalement, d'enrichir finalement les transmissions au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je continue à être passionnée puisque je continue à me former. Et je trouve que c'est un puits sans fond. Et que finalement, voilà, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. Ces apprentissages, c'est de les rendre de plus en plus pertinents, cohérents et adaptés évidemment aux personnes que je croise, notamment au bord des cours, mais pas que, puisque dans le cadre de la sophrologie, voilà, j'interviens aussi sur les individus de manière générale et plus précisément sur le domaine de l'enfant et du sport. Voilà, sophrologie et sport et sophrologie et enfance. Voilà. J'ai vu que tu avais passé ton diplôme de STAPS. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait avant de passer le brevet d'État ou après? Alors absolument, finalement, au démarrage, j'étais, comme je l'ai dit, hein, quelqu'un de voilà, dynamique, sportif. J'ai fait plusieurs activités dans ma jeune enfance. Voilà, j'avais envie de découvrir le monde du sport en général et c'est pour ça que je m'étais orientée vers la filière STAPS. Et puis, l'année du CAPES, je m'étais inscrite aussi, parce que voilà, je suis un peu chronophage dans les formations et je m'étais inscrite en même temps à la formation DE. Et en fait, j'ai pas été admise aux pratiques, pardon. Voilà, j'ai échoué aux écrits. Et donc, j'ai enchaîné sur, sur le DE. Et c'est comme ça que finalement, ma passion pour l'enseignement beaucoup plus ciblée sur le tennis est née à ce moment-là. Voilà. Et à ce moment-là, tu commences déjà, j'imagine que tu commences déjà à donner des cours dès la première année de tennis? Alors en fait, mon parcours d'enseignante, il a commencé un petit peu plus tôt, en amont, puisque comme beaucoup de personnes qui sont passionnées et qui veulent accompagner, j'ai d'abord été
initiatrice. Alors à l'époque, ça s'appelait initiatrice. Et donc, en fait, j'ai fait mes premières armes d'enseignement. J'avais une vingtaine d'années à peu près. Et puis très rapidement, j'ai été dans le bain parce que j'ai eu affaire à la tranche d'âge la plus jeune, c'est-à-dire le mini-tennis. Et j'ai fait mes armes avec ça. Et aujourd'hui, c'est une vraie compétence que j'ai puisque très souvent, je suis sollicitée pour cette prise en charge de ce public qui, pour moi, aujourd'hui, je considère que c'est un métier à part entière. Voilà, gérer les tout petits, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Voilà, il faut avoir des qualités humaines aussi. Voilà, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'écoute. Voilà, parce que finalement, ce public, c'est une vraie ressource, c'est une vraie source parce qu'on apprend beaucoup et on observe également énormément. Et ce sont aussi aujourd'hui les bases de mon travail. On y reviendra peut-être après dans le coaching. Écouter, observer, partir de l'enfant, écouter ses besoins. Et aller plutôt dans son sens qu'à l'inverse. Et donc se placer non pas au-dessus de lui, mais plutôt à côté de lui pour l'accompagner au mieux. Et finalement, ne pas avoir peur finalement d'écouter ce qu'il aura envie de dire au moment où il aura envie de le dire et de ne pas être dans le jugement. Juste d'accueillir ce qu'il aura envie de transmettre et finalement transformer ce qu'il aura donner pour finalement lui rendre en essayant de répondre au mieux à ses attentes en fait. C'est ça l'idée. C'est intéressant parce que moi, je ne sais pas trop comment me situer par rapport à ça, puisque j'ai passé à un moment donné aussi de ma vie le diplôme d'état de tennis et j'ai donné des cours de mini. Alors, c'est particulier parce que j'ai donné des cours de mini-tennis et ça m'a pas plu du tout. J'ai donné des cours adultes, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, rapidement, j'ai compris que. Et pour autant, il y a un seul domaine où ça m'a plu rapidement, c'était le cours particulier. Alors, on pourra dire plein de choses sur ça. Il y a aussi un aspect financier qui est absolument différent sur les cours collectifs et cours particuliers. Je ne saurais pas confirmer si c'est ça qui m'a plu, parce qu'il y a une possibilité. Ça se trouve pas du tout. C'est peut-être juste la relation en enfin, moi, ma croyance, c'était que c'est la relation en one-to-one qui me donnait l'impression que j'arrivais à partager quelque chose. Et mon impression d'entraîneur, quand j'avais, que ce soit d'ailleurs 4, 6 enfants ou 6 adultes en face de moi, je n'arrivais pas à faire passer les messages que je voulais. Et j'étais en premier lieu déçu de moi. Et je me disais rapidement, mais je ne suis pas fait pour ça en fait. Ça ne me plaît pas, je ne me sens pas heureux. Et j'ai toujours été admiratif. Et on va reprendre la connaissance qu'on a en commun, parce que juste à côté de moi, il y avait Stéphane Attard qui donnait des cours aux enfants. Et ça me faisait rire parce que je le voyais très souvent crier sur les enfants. Et je me disais, mais il est fou. Et en fait, chaque approche est assez singulière et c'est pas parce que à certains moments il criait que après il pouvait pas faire rire et que au final ce que j'admirais c'est que je voyais vraiment que les enfants qu'il avait en face de lui ils progressaient, ils avaient commencé à avoir de beaux gestes et moi j'arrivais pas à faire ça, j'arrivais pas à me passionner pour ça et donc voilà un peu ça m'intéresse quand tu dis que toi c'est quelque chose qui te passionne parce que j'ai aussi dans un petit coin de ma tête que peut-être je n'étais pas assez mature à ce moment-là. Peut-être que je sais que un des plus gros défauts que j'ai, c'est la patience. Je suis impatient et il faut être patient avec les enfants. Et j'espère un jour être un peu plus patient et que j'ai même d'ailleurs pas de doute qu'un jour je pourrais y retourner et que ça me plairait beaucoup. Mais j'étais pas à un moment où j'ai commencé, c'était pas possible. Donc, toi, qu'est-ce qui te quelle forme d'apprentissage tu arrives à partager aux enfants, donc public mini-tennis? Comment est-ce que tu arrives à sentir que tu fais partager quelque chose et qu'ils progressent? Alors en fait, ce public-là, effectivement, il a la particularité d'être très très jeune. Donc en fait, la première des approches qu'il faut avoir, à mon sens, hein, encore une fois, hein, ce n'est que mon avis, c'est d'avoir la connaissance finalement d'un enfant de cet âge-là. Comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire ou de ne pas faire, à la fois d'un point de vue moteur, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue psychologique.
Donc déjà, cette connaissance-là, elle me paraît indispensable à avoir. Ensuite, évidemment, chaque être est singulier, est unique. Donc, la difficulté, elle réside aussi sur le fait que dans un groupe collectif de mini-tennis, il faut savoir malgré tout s'occuper de chacun. Et c'est aussi ça la grosse difficulté, c'est d'amener un apport individuel dans un collectif. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire. Et comme tu disais, cette qualité de patience, bien évidemment, il faut l'avoir parce que sinon, ça rend les choses effectivement très compliquées parce que c'est à ces âges-là, il y a tout un tas de comportements qui peuvent rapidement agacer à partir du moment où soi-même, on n'est pas et dans la patience, et dans le calme, et dans le contrôle de ses émotions parce que à ces âges-là, on est dans le jeu, on est dans la découverte, on est dans les bêtises, on est dans la non-écoute, on est dans plein d'autres choses qui font que rapidement, on peut perdre pied et ne plus avoir le contrôle sur le déroulé de la séance. Donc, ça me paraît être déjà 2 points importants. Ensuite, j'aimerais souligner que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier à part entière. Le mini-tennis, bien évidemment, en ce qui me concerne, je parle encore une fois pour moi, puisqu'il y a plein d'approches différentes, bien évidemment, mais pour moi, le mini-tennis, ce n'est pas une garderie. C'est vraiment un lieu, un endroit où on fait du tennis adapté, mais où il y a des vrais apports. Un enfant, à la fin d'une première année de mini-tennis, il doit être en capacité de faire tout un tas de choses. La notion fondamentale, c'est d'entretenir effectivement le plaisir. Tu disais tout à l'heure, Stéphane, arriver à passer d'une émotion de colère à une émotion de joie et de garder finalement cette cohésion de groupe et de les faire évoluer. Évidemment, c'est un public qui peut être très difficile à gérer, mais avec lequel on peut passer des moments géniaux. Voilà, donc en fait, moi, j'ai cette passion pour ce niveau, mais aujourd'hui, et peut-être ce sera la suite de la discussion, ma passion, elle est ailleurs, même si j'en fais encore beaucoup cette année, encore du mini-tennis, ma passion, elle est sur le fait d'accompagner sur le chemin de la performance. Alors, la question est, c'est quoi la performance peut-être, mais je te laisse peut-être reprendre la main. Et dis donc, Nathalie, c'est quoi la performance? Alors finalement, la performance, il n'y en a pas une seule. Je crois que la performance, c'est finalement… moi, je dirais que la performance, c'est finalement chaque jour d'être sur le chemin du progrès, d'être sur le chemin de sa transformation intérieure et extérieure. C'est finalement progresser vers peut-être un rêve qu'on a. Et finalement, la performance, pour moi, n'est pas forcément liée au résultat. C'est-à-dire la coupe, la médaille, la meilleure note à l'école. Voilà, la performance, c'est finalement comment aujourd'hui j'ai été capable de donner la meilleure version de moi-même et de me sentir avoir fait un petit progrès qui va m'amener à des prises de conscience, qui va m'amener à du lâcher-prise, qui va m'amener à un changement de comportement et finalement qui va m'amener vers un chemin que j'ai choisi au départ d'emprunter pour me réaliser, finalement pour aller à la rencontre de moi-même. Ça serait ça pour moi la performance. J'aime beaucoup cette notion-là. Pour essayer de, excuse-moi, pour essayer de resituer le contexte, à qui est-ce que tu apprends cette notion de performance, toi, sur le terrain aujourd'hui? Sur le terrain et hors du terrain, j'entends. D'accord, bien sûr. Pour moi, la performance, comme je viens de la décrire, elle s'adapte à tout type d'individu, à tout âge. Après, il y a un dosage, il y a un vocabulaire, il y a des discussions, il y a du terrain et du hors-terrain. Mais en tout cas, je reviens sur les notions d'écoute. C'est assez fondamental pour moi, l'écoute et l'observation. Finalement, on a tous des choses à dire. Et écouter, finalement, c'est un art. C'est pas si simple que simplement entendre les mots. L'écoute, c'est bien plus profond que ça. Et finalement, quand on est dans une écoute profonde, alors il n'y a pas de difficulté dans finalement la relation, dans l'échange, dans la discussion, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Si ton écoute est erronée, alors les chemins peuvent effectivement être divergents et finalement, à l'arrivée, on ne s'y retrouve plus. Voilà, donc chez un tout petit, la performance, ça va être peut-être au mini-tennis, ça pourrait finalement faire une séance où l'enfant a passé chaque minute de la séance dans la joie, dans le jeu, et finalement en ressortant de la séance avec un petit plus,
Alors, ça peut être un petit plus technique, ça peut être un petit plus sur de la motricité, ça peut être un petit plus sur la compréhension du jeu, comment on joue à ce jeu, comment on fait pour gagner, comment on compte les points, etc. Et puis, sur l'aspect mental, finalement, c'est comprendre que pour réaliser quelque chose, en tout cas en ce qui concerne les petits, de difficile, eh bien, il faut que je sois dans des qualités mentales particulières. À ces âges-là, on a du mal à être concentré, on a du mal à être attentif, on a du mal à être calme. Alors finalement, c'est aussi la performance d'amener l'enfant à comprendre c'est quoi le calme, c'est quoi la concentration. Quand je suis concentrée, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quand je ne suis pas concentrée, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc en fait, c'est un peu tout ça. Et donc ça se décline sur l'individu, quel que soit son âge. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être un non-compétiteur, ça peut être un compétiteur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un artiste, ça peut être tout type d'individu. Finalement, une fois que le cadre est défini, eh bien, on peut aller ensemble, main dans la main, j'ai envie de dire, sur le chemin de sa réalisation personnelle. Voilà. Donc moi, je l'applique évidemment aussi dans l'apprentissage du tennis, mais pas que, comme tu l'as compris. Mais au mini, déjà, ça commence pour moi. On peut tout à fait faire un travail mental dès 4 ans. Pour moi, c'est une certitude. Voilà. Je suis absolument d'accord avec ça. J'ai plus de mal à imaginer que c'est... Enfin, je suis totalement OK avec cette philosophie, mais j'ai du mal à imaginer comment tu arrives à le faire passer quand tu as plusieurs enfants en même temps. J'ai l'impression que pour moi, plusieurs enfants en même temps, c'est très dur d'aller dans des informations qui me semblent comme ça hyper profondes. Alors écoute, voilà, j'ai, comme je te le disais, une trentaine d'années d'expérience dans le tennis et également dans le mini. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, c'est quelque chose qui a pris forme avec beaucoup d'expérience, avec des grands groupes, des petits groupes, avec des ateliers, pas d'ateliers, avec l'aménagement de l'espace, avec du matériel approprié, avec beaucoup d'observations sur l'enfant finalement. Comment un enfant, tel qu'il est avec sa personnalité, sa posture, son attitude, finalement, comment tu peux l'aider à être mieux dans ce qu'il est, à vivre mieux sa pratique et finalement à se rendre compte que entre je joue et je fais des progrès, eh bien, ça peut être super fun. Alors, il y a un truc qui est très important que je mets en place, c'est aussi l'aspect participatif. C'est-à-dire que c'est aussi une évolution de ma manière d'être et de fonctionner et d'enseigner. Et on en a parlé un petit peu déjà précédemment. Grâce à la pédagogie du Soyez Pro, on est dans l'accompagnement, mais participatif. C'est-à-dire que je n'impose rien, je suggère. Voilà. Et finalement, l'enfant, il a toujours une alternative. Et finalement, il va aller là où il a envie d'aller. Et s'il prend ce chemin-là, bah, c'est très bien. S'il prend l'autre, c'est très bien aussi. Finalement, il va aller là où finalement son cœur le guide, où ses pensées l'amènent. Voilà, finalement, il y a de la participation. Moi, je ne suis pas le sachant qui impose, je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'outils dans sa caisse et qui va finalement proposer. Et puis l'enfant va découvrir et finalement, avec beaucoup de vécu et d'expérience, finalement, il trouve toujours son compte dans les propositions que l'on peut faire sur le terrain. Donc, en fait, ça paraît effectivement un petit peu fou, mais voilà, moi, j'arrive à fonctionner de cette manière. Tu as parlé de philosophie de vie. Voilà, très tôt, moi, je pense qu'on peut amener l'enfant à se questionner, à être curieux, à être dans la réflexion et finalement à lui apprendre à aimer ce qu'il fait et à apprendre à aimer le tennis. Et ça, c'est important puisque c'est un jeu. Mais finalement, pourquoi? Parce qu'il va être pilote de ce qu'il fait lui-même. Voilà, il va finalement guider son apprentissage et moi, je vais alimenter. Je vais l'accompagner. Et finalement, s'il trouve un chemin et qu'il se retrouve dans une impasse, il n'y a rien de grave à ça. Un enfant, même s'il est jeune, il est en capacité de trouver les solutions en lui, puisque tout est déjà là. L'individu, il apprend, hein, il mature évidemment avec l'âge, mais tout est déjà là. Et on a un héritage, on a des ressources, on a des capacités, on a des valeurs. Et finalement, tout ça, ça émerge, ça grandit. Et finalement, c'est comme ça qu'on est plutôt bien dans ses baskets, plutôt que l'inverse, d'être toujours dans l'opposition, dans le dur, dans le directif, où finalement on impose tout le temps.
Et c'est pour ça que aujourd'hui, je disais, bah voilà, ma voix, elle change parce que finalement, c'est vraiment quelque chose qui me passionne d'être en interaction avec l'autre et finalement, de ne rien imposer, mais de le découvrir autant que moi, j'apprends à ce qu'il se découvre lui-même. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, et tu commençais justement à parler de quelque chose qui m'intéresse aussi. Il y a un livre que j'ai lu pour la troisième fois récemment, c'est Soyez pro de Ronan Lafay. Il me semble que Oui, tu as participé à sa formation, justement, je crois qu'il y a le même nom, Soyez pro. Est-ce oui. que tu peux nous parler un petit peu de cette formation et en quoi ça a impacté ta carrière d'entraîneuse? Alors, le Soyez pro, donc c'est une pédagogie novatrice, innovante, que moi j'ai rencontrée sur le chemin de ma connaissance de moi-même dans le développement personnel, à un moment de ma carrière. J'avais besoin de faire un point et de finalement de trouver une alternative pour me relancer dans ce métier, pour peut-être trouver un nouveau souffle. Et finalement, en 2015, j'ai rencontré donc Ronan Lafay sur une formation. Alors, c'est une formation qui a la particularité de finalement d'accueillir à la fois des entraîneurs, ça peut être aussi des parents, ça peut être évidemment des joueurs, comme je l'ai dit, ça peut être des chefs d'entreprise, des artistes. Finalement, on se retrouve en immersion totale. Les formations durent 5 jours, pendant lesquels du matin au soir, on est ensemble, on partage tous ensemble avec des moments de salle et des moments de terrain. Chaque jour, il y a un thème qui est donné. Et puis, finalement, cette pédagogie, elle amène vraiment à la curiosité, à la réflexion. Et finalement, voilà, il n'y a pas de jugement. Tout le monde vient avec ce qu'il est. Et finalement, on alimente les réflexions, les conversations grâce aux thèmes qui sont proposés chaque jour. On fait des matchs. Alors, c'est aussi le côté tennistique. C'est-à-dire les matchs, c'est finalement le matin. C'est intense, hein, mentalement. Ça demande beaucoup de concentration, de l'écoute et de l'observation, bien évidemment. Et donc, on échange. C'est l'aspect un petit peu philosophique de cette pédagogie, c'est-à-dire qu'on va débattre sur des notions. Et notamment sur le premier module de la formation, on débat sur les piliers de cette pédagogie qui finalement, pour beaucoup, sont une énorme remise en question, puisque finalement, on est confronté à qui on est vraiment et qu'est-ce que l'on veut vraiment et vers où on veut aller et comment on veut y aller. Donc, les piliers, c'est le calme, le détachement, la gestion des émotions, la confiance et l'estime de soi. Voilà, donc en fait, pendant 5 jours, chacune match. On ne se connaît pas forcément, mais finalement, comme il n'y a pas de jugement et pas d'interprétation, voilà, on vit ça de manière très intense, mais à la fois très confortable, puisque finalement, on peut oser être et dire ce que l'on veut. Voilà, il y a de l'écoute et finalement, ça nous permet de préciser un petit peu les choses, ça nous permet de remettre en question des choses et ça peut, au fil du temps, amener des réponses au questionnement qui se met en place très rapidement puisque la première journée commence par un tour de table et donc on aborde ensuite les matchs et l'après-midi, donc en pratique, on travaille sur les thématiques du jour et on met en place des situations sur le terrain. Nous-mêmes, nous vivons les situations à la fois comme entraîneur et à la fois comme joueur ou joueuse. Et donc, voilà, les journées sont intenses et riches, vraiment riches. Voilà. Je suis sûr de moi que je signe pour une prochaine formation Soyez pro. Pas en 2020, c'est sûr. Peut-être en 2021. Écoute, avec grand Je plaisir, sais, je sais Arthur. pas si tu as un code de parrainage, mais je prends. Mais on prendra rendez-vous. On pourra échanger vraiment peut-être plus longuement sur cette pédagogie. Voilà, c'est une vraie ouverture sur finalement sur l'être en tant qu'individu. Hmm. Et finalement, on sort un petit peu Oui, on du sort du faire. tennis. Pas que, bien sûr, ça reste dans le tennis, puisque c'est quand même au départ adressé plutôt à des gens qui sont entraîneurs de tennis, mais pas que, puisque ça va même dans le monde de l'entreprise. J'ai oublié de préciser ça. Voilà, donc on est plutôt sur l'être et pas sur le paraître. Donc là, on touche après d'autres notions qui sont fondamentales aussi pour être dans la connaissance de soi, pour aller un petit peu à l'intérieur et dans son laboratoire intérieur. On est des explorateurs finalement parce que pour accompagner les autres, nous, dans la pédagogie du Soyez Pro,
on considère qu'il faut d'abord se connaître soi-même, s'accompagner pour pouvoir mieux agir ensuite. Voilà. Est-ce Et que tu lever penses que peut-être aussi des doutes que l'on a en soi et qui nous accompagnent et dont on n'a peut-être pas la connaissance, qui peuvent être des freins pour aller vers la performance, justement. Et là, je parlerai peut-être un peu plus de la performance pour aller sur le chemin de l'excellence et peut-être vers le haut niveau. Encore une fois, c'est une autre notion. C'est quoi le haut niveau? Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui me passionne et moi, j'ai envie vraiment de mettre à profit et en tout cas à disposition des gens qui ont envie cette pédagogie. Tout à l'heure, je me suis présentée, il y a la sophrologie dont j'ai parlé. Ça fait partie des outils que j'utilise. Il y a également la méditation, le yoga, également la pleine conscience, la cohérence cardiaque. Voilà, tous ces outils avec lesquels j'ai fait connaissance et qui sont maintenant les miens m'aident vraiment à amener le joueur ou la joueuse, ou en tout cas l'individu, dans sa transformation. Voilà. Comment tu amènes ces outils peut-être à la fois un par un, j'imagine, parce que déjà pour beaucoup, encore, je trouve, de joueurs, joueuses de tennis, c'est des outils qui semblent parfois un peu farfelus ou pas forcément adaptés. Toi, tu commences à être euh, performante sur un certain nombre d'outils. Comment tu les amènes un par un aux élèves, aux joueurs et joueuses que tu accompagnes? Écoute, la première chose, je pense qu'il faut mettre le cadre. C'est-à-dire que finalement, pour pouvoir approcher ces outils et les utiliser, apprendre à se familiariser avec, il faut d'abord être dans une démarche personnelle. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'amener un individu à travailler avec ces outils quand il n'en a pas le désir profond. Donc ça, c'est la première chose. On va imaginer que la personne recherche donc à développer des qualités, et notamment des qualités autour de la dimension émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'aspect mental. Si la personne est décidée, eh bien, effectivement, ça va se faire au fur et à mesure. Parce que avant d'utiliser et d'avoir j'ai envie de dire, le bénéfice de ces outils, il faut d'abord faire un gros travail sur soi. Donc, c'est finalement apprendre à écouter ses émotions. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gestion des émotions. C'est quoi les émotions? Donc, elles sont situées plutôt au niveau du cœur. Hein. Le siège des émotions, il se situe là, dans la poitrine. Et puis, il y a ce que dit le cerveau. Et souvent, il y a une dualité entre ce que dit le cerveau, donc toutes les pensées parasites qui passent sans arrêt, qui ne s'arrêtent jamais, et puis ce que je ressens. Donc, en fait, c'est déjà apprendre à poser ce cadre-là et être en accord avec finalement ce qui passe à l'intérieur de soi. En sophrologie, on appelle ça la vivance. C'est finalement accepter la vie qui passe, la vie qui est là, la vie qui est en soi, et finalement ne pas être dans le jugement, être dans l'acceptation. Accueillir les choses. Une fois qu'on aura accueilli les choses, alors on va pouvoir commencer à travailler pour rechercher une harmonie entre le corps et l'esprit. Ça, c'est très important de partir de ce postulat. L'idée, c'est d'amener cette harmonie entre le corps et l'esprit, que finalement, tout est lié, tout est dans tout. Voilà, donc ça, c'est très important. Et à partir du moment où on va pouvoir mettre ça en place, c'est le début de l'aventure. Et finalement, ensuite, eh bien, en fonction des moments, sur le terrain, en dehors du terrain, en fonction des besoins, puisqu'on a dit tout à l'heure que finalement, moi, j'allais plutôt alimenter, accompagner, finalement challenger l'individu et qui va lui-même exprimer les choses. Alors au début, c'est compliqué aussi parce que, comme tu l'as dit, c'est très difficile quand on n'en a pas l'habitude, finalement, d'oser parler de soi. Puisque là, on met le doigt sur quelque chose qui touche énormément de gens, et notamment aussi les joueurs et les joueuses de tennis, c'est finalement ne pas se détacher du regard de l'autre. Voilà. Donc, tant qu'on n'est pas détaché du regard de l'autre, du regard de son entraîneur, du regard des copains, du regard de tout un tas de choses, eh bien, c'est très difficile de parler de soi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail en amont avant de vraiment pouvoir utiliser tous ces outils. Mais finalement, c'est enlever un petit peu cette carapace que finalement la vie nous oblige à construire au fur et à mesure des expériences. Et souvent, quand elles sont difficiles et désagréables, alors la carapace devient de plus en plus épaisse. Et finalement, l'idée, c'est de faire prendre confiance à l'individu que
ce nouveau regard, cette manière de se voir et de voir le monde, finalement, c'est ça aussi qui fait que l'apprentissage, en tout cas de tous ces outils, est facilité. Parce qu'au départ, on a tendance à voir tout noir, à voir que des choses négatives autour de soi. Et finalement, la sophrologie aussi, je reviens à ça, c'est finalement se remplir de positif, évacuer le négatif et voir les choses comme elles sont réellement et pas comme on voudrait qu'elles soient. Et ça, déjà aussi, il y a une marge de manœuvre ici, là aussi. Et encore une fois, là, on a le cerveau, les pensées qui nous amènent à voir les choses comme on voudrait qu'elles soient et pas finalement les voir comme elles sont. Et là, il y a encore une dualité. Et il y a, voilà. Donc, en fait, c'est un travail qui est hyper intéressant, qui demande du temps. Et c'est aussi dans ça que cette notion est fondamentale. Il y a le temps industriel. On court tout le temps après le temps. On dit on n'a jamais le temps de rien, on peut pas, il faut aller vite, il faut prendre les enfants très tôt, il faut de la précocité, il faut les former vite, il faut qu'à 10 ans, ils soient sur le circuit, etc. etc. Moi, je pense qu'au contraire, on a du temps. Voilà. Et je parlerais plutôt d'un temps biologique. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des champions à 25 ans, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'apprentissage, il faut se donner le temps de poser le cadre, de poser les choses. Et là, je reviendrai un petit peu à la méthode du Soyez Pro pour préciser finalement que veut dire le pro, P-R-O. Le P, ça correspond à la notion d'être posé. Voilà, c'est finalement cette conscience du corps qui finalement nous amène à prendre conscience de l'être que l'on est. Voilà, posé, affirmé dans sa verticalité. Finalement, on est un trait d'union entre le ciel et la terre et que tout va bien. Quand on est dans cet état-là, tout va bien. Au tennis, en le ramenant à la pédagogie, l'opposé, ça correspond à une position de vigilance, calme, un peu comme un félin. Et finalement, ça nous permet de pouvoir répondre à toute situation et d'être dans l'adaptation du mieux possible. Et puis, il y a la notion de R qui est liée à la respiration. Donc là, on est sur le souffle de vie, c'est l'énergie. Et puis, il y a le R qui est lié à le O, qui est lié à l'observation. Et là, c'est la conscience de l'esprit. Et donc, finalement, soyez pro, ça veut dire tout ça. Et puis, derrière, il y a oser. Donc, finalement, ça nous amène aussi à sortir un petit peu de sa zone de confort dans laquelle on a l'impression que c'est là que ça se passe. Alors, c'est compliqué, ça aussi, de faire comprendre que, finalement, être dans une zone de confort, ça apporte tout un tas de choses, mais que la performance dont on parlait tout à l'heure et le haut niveau dont on a parlé il y a quelques instants, finalement, nous obligera à un moment donné de sortir de cette fameuse zone de confort, d'aller se confronter à d'autres choses, d'aller finalement oser se mettre dans la difficulté pour dépasser des choses. Et finalement, se rendre compte que la connaissance de soi, c'est finalement s'apercevoir que je croyais des choses. Donc là, on vient sur le domaine des croyances qui sont souvent limitantes. Donc il y a aussi un travail là-dessus sur les croyances, les peurs, le désir. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est extrêmement riche, mais voilà, moi je trouve ça extrêmement fabuleux et je suis ravie d'être là-dedans. Voilà, Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que on replace le contexte sur le mot haut niveau, en fait, parce que le mot haut niveau, il veut juste rien dire, en fait. Le haut niveau, c'est juste donner le maximum de soi, et peu importe le classement, que tu sois moins 15, 2,6 ou 34, et à n'importe quel âge, le haut niveau, l'excellence, c'est donner le maximum de soi avec ses capacités. Et, et c'est bizarre parce que je pourrais te partager en me disant, c'est quand même dommage parce que tout ce que tu dis, alors oui, toi, tu es au Tennis Club de Paris, mais si je prends le Tennis Club, l'association sportive du fin fond de la France, c'est quand même emmerdant parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources que toi qui es au Tennis Club de Paris, club super prestigieux. Et en même temps, j'ai peut-être une mini fierté parce que du coup, avec ce podcast, on est en train de rendre accessibles ces informations qui sont géniales. Et moi, j'ai envie que ailleurs qu'au Tennis Club de Paris, dans ma petite asso du fin fond de la Normandie, je puisse avoir accès à ces ressources qui me permettent d'être à mon propre haut niveau et que je sois 31 à 42 ans, parce que juste, en fait, mon objectif, c'est de donner la meilleure version de moi-même sur le terrain, c'est progresser, c'est me sentir bien, c'est me sentir heureux. Et je suis persuadé qu'effectivement, avec ces méthodologies que tu cites,
le fait de se poser, le fait d'être dans l'observation, le fait de respirer, d'avoir conscience de ce qui est autour de soi et à l'intérieur de soi. C'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. Donc, j'apprécie entendre ça. Euh, Tu parlais aussi de sophrologie. C'est intéressant parce que moi, en retour d'expérience, l'année où j'ai pour la première fois pas, enfin, si, tu vois, je me trompe sur les mots, mais l'année où en termes de classement, pour la première fois, je ne montais plus en classement, et c'est l'année où j'étais monté de 6 juste avant, et c'est l'année où j'ai pas réussi à monter en classement et j'ai commencé à faire pas mal de défaites. Mon papa, qui est dans la préparation mentale et préparation physique, m'avait envoyé voir un de ses amis qui était sophrologue. Et j'étais tellement réticent parce que c'était pas forcément. Si, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui était un peu au milieu du tennis, mais que j'avais. Alors, j'avais 16 ans. Je l'avais jugé parce qu'il avait été que 31. Et Eh je oui. me disais, mais il a été 31, qu'est-ce que tu veux qu'il m'apprenne? Je suis de 6. Et j'étais totalement réticent. Et les premières séances, je sais que j'étais là sans être là. Et ce qui est dingue, c'est qu'une fois tous les ans, je pense que je réécris à cette personne qui s'appelle Franck pour lui dire à quel point il a changé ma vie. Et que je lui dis, tu as changé ma vie et pas du tout celle de joueur de tennis, tu as changé ma vie d'homme. Et je pourrais jamais assez te remercier pour ça. Donc d'ailleurs, je reprends le temps de remercier Franck. Et c'est fou à quel point la sophrologie, je trouve que c'est très peu démocratisé encore. Et c'est dingue à quel point se connaître et prendre conscience de ce qu'on est, de notre corps dans son entièreté, de son esprit, ça peut changer totalement un homme, une femme, un joueur de tennis. Et, et, et voilà, donc c'est incroyable quand tu dis ça, ça m'émeut aussi. Et il y a une petite transition même, parce que peut-être que la sophrologie, je trouve, devient un peu plus à la mode grâce à l'hypnose, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parallèles entre l'hypnose et la sophrologie. Il me semble qu'on avait commencé à discuter aussi d'hypnose. Toi, Alors, tu as tenté un petit peu moi, l'expérience? j'ai pas encore. Ça fait partie de mes projets, mais l'hypnose, pour le moment, je ne l'ai pas abordé. Écoute, c'est un outil supplémentaire. Je sais que, en tout cas, Ronan, c'est un outil dont il se sert il est formé à ça. D'autres coachs Soyez Pro aussi sont dans cette branche. En fait, je pense que la connaissance de soi nécessite effectivement d'aborder tout un tas de disciplines. Et donc, pour revenir sur la sophrologie, en tout cas, moi aussi, la sophrologie a énormément changé ma vie et m'a confortée sur le chemin que j'avais souhaité prendre pour accompagner davantage les autres. Mais ça m'a permis d'abord moi-même de m'accompagner pour pouvoir aider d'ailleurs après. Mais la sophrologie, c'est quelque chose qui doit être, comment dirais-je, considéré de la bonne manière. Je vais essayer d'être précise quand je dis ça. C'est-à-dire que n'est pas sophrologue qui veut. Parce qu'on peut être sophrologue, avoir quelques notions. Mais la sophrologie, c'est vraiment une science, une discipline à part entière. Et ça touche à la conscience, comme tu l'as dit. Donc, en fait, il faut faire attention de ne pas s'improviser sophrologue parce que finalement, il peut y avoir après des dérives. La sophrologie, c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, qui tend à se développer. Nous, avec le Soyez Pro, on fait des séances de sophrologie sur le terrain. On appelle ça des sophronisations. C'est une mise en condition préalable à la pratique avant l'échauffement. C'est le fait de se centrer sur soi et finalement faire un check-up de l'ensemble de son corps, finalement pour vérifier l'état corporel, vérifier l'état respiratoire, vérifier l'état de l'esprit et finalement se dire à partir de quel moment, et c'est là où on est dans la connaissance de soi, à partir de quel moment je suis en capacité de démarrer ma séance dans les meilleures conditions pour pouvoir profiter pleinement de ce que j'ai choisi de travailler aujourd'hui, puisqu'en amont, moi, le joueur ou la joueuse, c'est moi qui ai décidé finalement quels étaient mes besoins du jour et finalement mon coach va m'accompagner et finalement ce travail de sophrologie sur le terrain en tout cas, évidemment je le mets en situation
en ce qui concerne la sophrologie en dehors. Là, on parle vraiment de consultation en cabinet. Pardon. Et là, ça répond à d'autres techniques, puisque là, on est sur un travail vraiment spécifique de sophrologue avec ce que j'appelle un terpnos logos, c'est-à-dire on guide l'individu pour finalement traiter une problématique qui aura été énoncée au préalable. Vas-y, Je suis désolée. Non, prends le temps de tousser, t'inquiète pas, on peut couper. Prends et bois un coup si tu veux. Tu feras des petits... Voilà, et donc là, on est sur des techniques précises qui font appel effectivement on travaille sur la tridimensionnalité. Donc, on travaille dans le présent, dans le passé, dans le futur. Il y a de la visualisation, il y a de la relaxation dynamique, il y a de travail de respiration. Il y a tout un tas d'autres choses. Donc, évidemment, tout ça, c'est un plus. En tout cas, en ce qui me concerne aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai plus pour former. Et en tout cas, tout à l'heure, tu as souligné quelque chose qui m'a bien plu, c'est finalement être heureux. Voilà, finalement, aujourd'hui, un de mes challenges, c'est finalement rendre l'autre heureux de ce qu'il fait, de ce qu'il est et de ce qu'il va devenir. Voilà, c'est un peu ma mission aujourd'hui dans ma manière de prendre en charge l'individu et évidemment au tennis aussi, puisque moi, la notion de plaisir au tennis est fondamentale et la notion que j'ai bannie, c'est la souffrance. Voilà. Donc, je suis sur cette dualité. J'essaie de gommer au maximum cette notion de souffrance et finalement de mettre en avant cette notion de plaisir, de bonheur, d'être heureux. Voilà. On devrait lancer un jeu qui devrait être de compter combien de fois des joueurs et joueuses disent sur un terrain c'est de la merde et compter c'est un gros kiff, j'adore, pour essayer et on aura un objectif sur 5 ans, c'est qu'il y ait plus de personnes qui soient heureux et qui le crient sur le terrain plutôt que qui s'énervent et qui pètent des câbles. Ah oui, absolument. Nathalie, je suis aussi... on a discuté l'autre fois d'un bouquin que tu avais écrit ou coécrit, me semble. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en retoucher quelques mots? C'est quoi ce bouquin? Alors, écoute, il se trouve que même si je suis en vacances, voilà, l'exemplaire est là. Voilà, donc c'est un bouquin qui s'appelle Révolution intérieure. Voilà, donc en fait, ce bouquin, il a été écrit, c'est une histoire un peu dingue, pendant la période du Covid, pardon. Donc en 8 semaines, on a à 76 écrit ce bouquin parce qu'on a un objectif avec l'ensemble des coachs du Soyez Pro, c'est de monter un colloque autour de la performance en 2021. Donc l'idée de ce bouquin, c'était de récupérer des fonds pour pouvoir justement organiser ce grand colloque autour de la performance. Donc en fait, des coachs de la France entière, de la Réunion également, se sont réunis en Zoom pendant ces 8 semaines. Et donc, on a réussi à sortir cet ouvrage qui relate finalement des témoignages de coach, témoignages au cœur du coach Soyez Pro. Et finalement, chacun raconte un petit peu comme moi son parcours, la rencontre avec le Soyez Pro et finalement, qu'est-ce qui a changé pour eux aujourd'hui et finalement, c'est quoi leur rêve et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, est-ce qu'ils se sont transformés ou pas, voilà, donc c'est assez intéressant. Est-ce que c'est à destination des profs de tennis plutôt ou plutôt des joueurs? Alors, ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a finalement des coachs qui ont écrit, des parents qui ont écrit, des enfants qui vivent le Soyez Pro, la pédagogie, qui ont aussi apporté leur témoignage. Et puis, on a la chance d'avoir eu une dizaine de personnes du monde de la performance qui ont accompagné ce livre et qui ont donné aussi leur avis sur la performance. On a des gens de la neuroscience, on a des gens de la sophrologie, de la méditation, on a le coach de l'année qui a écrit aussi sur ce livre, le coach de Medvedev qui a mis quelques lignes aussi sur ce ressenti par rapport à cette notion de performance.
On a un médecin du sport, on a tout un tas d'autres personnes que j'oublie un peu. On a des gens qui ont fait du yoga. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Neurologue. Voilà. On a tous ces gens-là qui finalement ont eu envie de nous rejoindre dans l'aventure. Et donc, on mis aussi un mot dans cet ouvrage qui est une aventure humaine, en tout cas incroyable, qui a été orchestrée évidemment par Ronan, par Thomas, que je salue, et puis par un groupe de leaders dont je fais partie, finalement pour coordonner un petit peu tout ça, parce que tu imagines bien que 76 coachs en 8 semaines pour monter un bouquin et le sortir, ça a été une expérience incroyable. Donc il y a eu du coaching, personnellement j'ai coaché 6 personnes. On ne se réveille pas un matin non plus en disant je suis écrivain. Voilà, donc c'était un truc incroyable. Et donc ce bouquin finalement, on en a vendu déjà 2000 exemplaires. Donc on aura une prochaine impression en septembre pour celles et ceux qui auront envie de se le procurer. Voilà, n'hésitez pas Où est-ce qu'on pourrait le à me trouver? contacter. Alors pour l'instant, ce sont les coachs qui eux-mêmes l'ont fait passer. On est en projet pour le faire sortir sur un autre support. Là, je ne vais pas trop m'avancer parce que ce n'est pas moi qui suis aux commandes de ça, mais il va bientôt pouvoir être accessible sur une plateforme, je ne sais pas laquelle encore, mais il sera accessible. Sinon, en passant directement par les coachs en question, voilà, les 76 coachs, on a tous, finalement, avec nos réseaux respectifs, divulguer ce bouquin. Voilà. Écoute Nathalie, merci pour toutes ces informations. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est où est-ce que, en tant que joueur ou joueuse de tennis passionné, je peux te suivre en ligne pour retrouver tes informations, ton parcours, tes résultats, tes croyances? Écoute, pour l'instant, je suis sur les réseaux, donc sur Instagram, Link, Twitter, Facebook, bien évidemment. Je suis en projet d'écriture de mon site personnel, de ma carte. Tout ça, c'est en cours, c'est en projet. Normalement, ça viendra au mois de septembre. Voilà. Donc là, je suis en train de On travailler peut t'écrire dessus. sur les réseaux au nom de Nathalie Mention. Absolument, absolument. Oui, Nathalie Mention, on peut me trouver très facilement. Il y a le logo Soyez Pro, donc ce sera facile de me retrouver. N'hésitez pas, j'aurai grand plaisir à toutes celles et ceux qui auront envie d'échanger sur ce sujet, de vous répondre, d'échanger, de discuter, de partager, de se questionner, de se challenger, de matcher. Voilà, si vous avez envie de matcher sur des thématiques, n'hésitez pas. Voilà. Et la dernière question, Nathalie, c'est si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander? Alors, la question, elle est subtile, elle est difficile à répondre parce que finalement, moi, j'ai pléthore de personnes qui viennent à mon esprit. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une petite précision sur un domaine dans lequel tu voudrais finalement cibler les choses? Eh bien, je te fais 2 propositions. Ouais. Préparation physique ou préparation mentale? Écoute, préparation physique. Voilà, j'ai un jeune collaborateur qui a 24 ans, qui est jeune, mais en qui je crois énormément. Voilà, donc ça sera sûrement coupé. Hein. Mais voilà, il s'appelle Théo Bedel. Ok, Théo ça Bedel. sera pas coupé et je contacterai Théo. C'est génial, là, Théo c'est Bedel, trop bien. voilà, qui a déjà, malgré son jeune âge, un parcours intéressant puisqu'il a travaillé chez Mouratoglou, voilà, qui est plein d'énergie, beaucoup d'humilité, passionné, pro, toujours dans l'écoute, envie d'apprendre, envie d'échanger. Voilà, moi, je passe beaucoup de temps à discuter avec lui et bon, voilà. Donc, je te recommanderais voilà, cette personne, donc Théo Bedel. Voilà. Génial. Écoute, Nathalie, merci. C'était un immense plaisir pour moi de discuter avec toi aujourd'hui.
Je suis convaincu que ça a plu aux auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. J'espère que ça vous a aidé. Merci Nathalie. Merci beaucoup Arthur. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Ciao. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!